En vérité, dans les premières civilisations, ce qu'on donnait aux déesses, à la déesse mère, à la terre mère, c'était des offrandes. Et ça prenait souvent la forme d'offrandes sous la forme de pain et de sucre. C'était les offrandes qui étaient historiquement offertes à la déesse. Donc aujourd'hui, quand on est addict en particulier aux glucides et au sucre, ce qui est mon cas et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes, eh bien en réalité, on mange, on ingère la déesse et par extension la mère archétypale. Quelque chose d'assez fascinant là-dessus. C'est vraiment la consommation du principe maternel au lieu de l'honorer. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans les profondeurs. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, dont j'ai quelquefois évoqué le sujet en story sur Instagram. C'est le sujet de l'addiction alimentaire. L'addiction alimentaire n'est pas un problème de volonté. C'est une nostalgie du paradis. Et on ne répare pas une addiction alimentaire avec des méthodes alimentaires, aussi surprenant que ça puisse paraître. On ne soigne pas une faim d'âme avec un régime alimentaire. Si vous pensez que votre problème est la nourriture, vous regardez sans doute au mauvais endroit. Parce que l'addiction alimentaire, c'est une crise spirituelle mal comprise. Et la nourriture n'en est que le symptôme. Donc aujourd'hui, je voulais parler de l'addiction alimentaire et en particulier depuis le prisme de l'astrologie toujours et depuis le prisme de Neptune qui peut vraiment nous renseigner sur la thématique de l'addiction. Alors évidemment, cette planète nous parle de plein d'autres choses, mais c'est vrai que quand on souhaite aborder la thématique de l'addiction, Neptune est particulièrement éloquente. Donc quand on s'intéresse à la problématique de l'addiction alimentaire, on doit se poser la question de la question spirituelle. Je sais que ça peut sembler complètement antinomique, mais je vais plus tard évoquer mon expérience, mon propre prisme sur l'expérience, et peut-être que ça peut vous éclairer aussi. Je tiens juste à faire un petit trigger warning. Évidemment, je ne détiens pas la science infuse à ce sujet, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas nutritionniste et encore moins docteur. Simplement, je peux partager mon expérience et notamment ce qui a pu m'aider parce que c'est quelque chose que j'ai traversé, que je traverse toujours à certains égards, à vraiment à moindre mesure maintenant. Mais l'addiction alimentaire, c'est quelque chose qui m'a accompagnée très 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 longtemps, pendant des décennies en réalité, parce que j'ai maintenant 38 ans et je pense que ça a commencé quand j'avais à peu près 13 ans, je pense. Donc ça fait un petit moment. Alors si ça ne vous parle pas, je vous invite juste à prendre ce qui est bon pour vous dans cet épisode et à laisser le reste. Vraiment, vous n'êtes pas obligé de tout prendre, ce dont je vais parler ici dans cet épisode. Mais si ça résonne pour vous, tant mieux, parce que y a vraiment des modalités thérapeutiques qui peuvent vous aider que je vais évoquer en fin d'épisode. Donc l'addiction alimentaire, déjà, souvent quand on rencontre ce terme, ce diagnostic, cette pathologie, on nous dit souvent que c'est une question cognitive, quelque chose à régler dans son cerveau. Donc on va nous apposer des régimes, des méthodes de manger davantage de protéines. Alors je dis pas du tout que c'est une mauvaise chose, mais on verra que c'est quelque chose de matériel et ici on va aborder surtout la question spirituelle. De manger plus de protéines de manière à avoir moins de fringales, de manger au repas, de manger bien au repas, d'éviter les sucreries, etc. Tout ça on sait en fait, je le sais, vous le savez, on le sait tous. Et pour autant, il y a beaucoup de personnes parmi nous qui avons toujours une addiction alimentaire et quand je parle d'addiction alimentaire, c'est d'être complètement régi par l'alimentation, de penser tout le temps à l'alimentation, de penser tout le temps aux sucreries, quelque chose qui va venir assouvir quelque chose en nous à travers le sucre, les glucides, etc. Donc ça passe rarement par un craving de saumon, par exemple. Souvent, en tout cas, ça a été le cas pour moi, j'ai eu beaucoup de craving de sucre, de bonbons, de gâteaux, de friandises, de glucides, alors même que j'avais pas faim. Je le sentais fondamentalement que je n'avais pas faim, mais j'avais ces fringales encore et encore et encore, et c'était presque quelque chose que je pouvais pas assouvir en fait. Je sentais vraiment que c'était un puits sans fond.
Donc pour moi, c'est vraiment ça l'addiction alimentaire. Et puis évidemment, ça peut prendre plusieurs aspects, hein, selon le bout du spectre sur lequel on se situe. Ça peut soit prendre la forme de la boulimie, de l'anorexie, mais il y a aussi l'hyperphagie, dont on parle un peu moins et qui a été longtemps mon cas, la thématique de l'hyperphagie. Donc l'addiction alimentaire, pour moi, n'est pas un manque de volonté. Ce n'est pas une faiblesse morale. C'est pas parce que vous avez ces fringales que vous êtes faible moralement ou cognitivement ou que vous n'arrivez pas à manifester dans la matière le fait de dépasser cette addiction-là ou d'arriver aux chiffres que vous souhaitez atteindre sur la balance. Pour moi, c'est pas ça. C'est pas une question cognitive. L'addiction alimentaire, elle répond pas à un problème de discipline, c'est pour ça que ça va être très difficile en fait de régler ce problème avec des règles. Plus on va apposer des règles à ce problème, plus ça va entériner le problème en fait, parce que la règle répond à quelque chose de cognitif, mais ici, pour moi, en tout cas, il s'agit de quelque chose de spirituel. C'est une fin spirituelle. C'est une fin qui va bien au-delà de l'aspect biologique. Ce sont les symptômes quand on a de l'hyperphagie, quand on a ces fringales qui ne s'arrêtent jamais à propos du sucre, des glucides, etc. Ce sont des symptômes d'une âme qui est affamée. Ce n'est pas un corps qui est affamé ici, c'est une âme qui est affamée. Ce qu'on cherche à nourrir, c'est pas le corps. Et donc ça ne peut pas être une question de calories. Les calories répondent à une problématique matérielle. Sauf qu'ici on est plus dans une question de sens, de quelque chose de métaphysique, de spirituel. Et donc derrière cette compulsion-là, souvent il y a une faim de remplir quelque chose d'existentiel, une faim de remplir un vide existentiel, une nostalgie de quelque chose qui est presque impalpable. Et c'est pour ça que je relie cette faim à Neptune. Parce que Neptune nous parle de l'archétype de la dissolution des limites. C'est la planète qui dissout les limites entre nous et les autres et les limites entre nous et le divin. Donc avec Neptune, il y a vraiment la mémoire d'un état d'unité originelle. C'est l'archétype du paradis perdu et aussi la nostalgie de la matrice cosmique, utérine, matricielle et maternelle. Et donc Neptune, pour beaucoup d'entre nous, peut représenter un problème parce que toute notre matérialité, toute notre vie, toutes nos vies terrestres s'articulent autour vraiment du concret, du matériel, du contrôle, du perfectionnisme, de la performance. Sauf que Neptune nous propose quelque chose de complètement antinomique. Neptune, en tant que planète, nous propose d'abolir justement la distinction entre moi et les autres, entre moi et le divin. On est dans quelque chose de vraiment transcendantal, spirituel. Quand ce principe n'est pas contenu dans la vie d'une personne, quand ce principe n'est pas respecté, quand il n'est pas honoré, ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous, puisque la vie contemporaine ne s'y prête pas du tout, sauf si vous vivez dans un cloître, mais la vie contemporaine ne se prête pas tellement à l'archétype neptunien. Donc quand on essaie d'élaguer ce principe, qui est par extension le principe de vraiment de la mère archétypale, eh bien il revient par d'autres portes. Et ces autres portes, j'en ai beaucoup parlé, peuvent prendre la forme de symptômes psychosomatiques, somatiques, corporels, toutes les manifestations somatiques qu'on vit dans nos corps, qui sont parfois extrêmement déplaisantes, peuvent être justement cet archétype maternel qui revient en force dans nos vies, le féminin chaotique et délétère, quand on l'a trop réprimé, revient sous cette forme-là. Et puis Neptune, et par extension l'archétype maternel, revient aussi sous la forme de compulsion et d'addiction. Parce que la compulsion, et ça on le comprend notamment à travers tout le jargon archétypal qu'on retrouve avec Neptune, c'est aussi le fait de vouloir échapper à sa réalité. Quand la réalité devient trop dense, trop difficile à vivre, qu'il y a trop de contrôle, trop de performance, trop de perfectionnisme, ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous, eh bien, il y a appel à compensation. Et l'appel à la compensation, c'est l'échappatoire de cette réalité, c'est le principe de Neptune, et ça prend souvent la forme d'addiction. Alors l'addiction, la jauge est vraiment singulière à tout un chacun, elle peut prendre différentes formes. L'addiction, ça peut être évidemment l'addiction à l'alcool qui est la plus connue de manière populaire,
Alors l'addiction à l'alcool, elle peut prendre aussi différentes formes, hein. Il y a plein de sous-catégories dans l'alcoolisme. Il y a évidemment l'addiction alimentaire dont je parle ici, qu'on connaît un peu moins, mais dont on parle de plus souvent, l'addiction à l'alimentation, l'addiction, encore une fois, soit au contrôle absolu de son alimentation, ou alors au fait de complètement de manger sans limite, en fait, et de ne pas mettre de limite à ce qu'on ingère, littéralement. Il y a aussi l'addiction relationnelle, l'addiction à la relation un peu chaotique, où vraiment on va avoir une forme d'obsession sur une personne, qui s'appelle aussi la limérance, et c'est quand on a une telle obsession pour une personne qu'elle entrave toutes les sphères de nos vies, vraiment qu'on fait de cette personne notre Dieu, mais c'est aussi le cas de toutes les autres addictions, hein. C'est quand on met l'addiction sur un autel vraiment spirituel et on fait de la nourriture notre Dieu, on fait de l'alcool notre Dieu, on fait de la relation notre Dieu. Et puis il y a des addictions extrêmement contemporaines, extrêmement communes, comme l'addiction aux réseaux sociaux. Le fait de scroller toute la journée, c'est une forme d'addiction, de vouloir échapper à sa réalité. Moi je sais que quand j'ai des rushs de dopamine, que je suis hyper stressée, que je suis tout le temps dans le contrôle de ma journée, dans la performance, dans le perfectionnisme, il y a toujours appel à compensation. Plus je vais avoir une journée chargée, qui s'inscrit beaucoup dans la performance, en plus dans les métiers où on doit se montrer, etc., plus je vais vouloir décompenser en fin de journée et faire ce qu'on appelle the revenge procrastination bedtime. Donc c'est littéralement le moment où on prend sa revanche sur sa journée en mode adolescent, où on essaye de retarder le moment d'aller dormir parce qu'on veut une espèce de compensation à la journée extrêmement rigide qu'on a vécue. Il y a plein de formes de l'addiction, hein. L'addiction, en fait, ça peut vraiment entacher toutes les sphères de nos vies, quelles qu'elles soient, relationnelles, alimentaires, même spirituelles, en fait. On peut être addict à l'exercice religieux, on peut être addict aux dogmes religieux, on peut être addict à l'argent, évidemment, au jeu d'argent, on peut être addict au sexe aussi, voilà, ça peut prendre vraiment beaucoup de formes différentes. Mais l'addiction, en fait, pour comprendre ce que c'est quand on essaye de se déconnecter de soi, quand on essaye par tous les moyens de ne plus ressentir ce centre en soi, ce soi avec un grand S, quand on essaye de bypasser ça, de ne plus être en connexion avec nous-mêmes. Et c'est quelque chose, moi, que j'ai souvent vécu, le fait de ne plus vouloir être en connexion avec moi. Quand je suis dans ces moments d'addiction, c'est que je veux complètement élaguer ça parce que c'est trop douloureux, et donc m'oublier dans la nourriture, dans d'autres formes d'addiction. Donc, dans le cas particulier de l'addiction alimentaire, eh bien, on mange pour s'anesthésier, vraiment, pour disparaître, pour se dissoudre. Et la boucle est bouclée pour retourner à une forme de fusion archaïque avec le principe maternel. Donc ce n'est pas vraiment la nourriture qui est recherchée ici, c'est l'abolition de la séparation entre nous et le divin. C'est comme si on cherchait quelque chose de mystique, de transcendantal, sans avoir de temple, sans avoir de dogme, mais on vit son mysticisme à travers la nourriture. Il y a quelque chose d'extrêmement spirituel là-dedans, mais délétère, parce qu'on vit le principe neptunien, le principe de la mère archétypale, dans sa polarité la plus terrifiante, la plus engloutissante et la plus délétère, qui peut être même mortifère. Pour vous parler de mon expérience, c'est quelque chose que j'ai longtemps vécu, que je vis toujours à certains égards, parce que c'est une addiction qui est difficile à comprendre, parce que c'est pas comme l'alcool, dans la mesure où on peut facilement, alors je dis pas du tout que c'est facile, hein, mais juste pour comparer ces deux addictions, c'est quelque chose qu'on ne peut pas élaguer complètement de sa vie en se disant voilà, demain je ne bois plus d'alcool, parce que demain je devrais manger, en fait. C'est quelque chose qui fait partie de nos vies, a priori 3 à 4 fois par jour, et donc on ne peut pas complètement élaguer, qui est le principe de vie même, la nourriture, qu'on ne peut pas élaguer. Donc c'est une addiction qui a quelque chose de vraiment singulier, avec lequel on doit composer tous les jours, avec lequel on doit revenir à une forme d'équilibre tous les jours. Donc je suis toujours dans mon chemin d'intégration, de guérison, mais c'est quelque chose que j'ai connu depuis que j'ai 13 ans en réalité. Donc depuis que mon corps de femme a commencé à se former, en fait, dans l'adolescence, littéralement, il y avait plein de choses que je vivais en même temps,
Et souvent l'addiction d'ailleurs s'inscrit dans une forme de relation à d'autres sphères de sa vie. Elle n'arrive jamais toute seule, hein. C'est parce que c'est une compensation pour des choses un peu plus compliquées qu'on vit à côté. Et donc il y avait des choses très compliquées qui se passaient à ce moment-là de ma vie, notamment des périodes de harcèlement scolaire qui étaient extrêmement difficiles et très violentes. Et donc, ce contrôle, d'abord, s'est apposé sur l'alimentation parce que c'est la première chose que je pouvais contrôler. Ça s'est d'abord manifesté pendant quelques années à niveau de contrôle, en fait, de restriction. Et puis, plus tard, donc tout s'est régulé relativement bien. Et puis plus tard, ça s'est manifesté dans l'autre bout du spectre, ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous, hein, où on va visiter les deux bouts du spectre, et ça s'est manifesté sur des problématiques d'hyperphagie. L'hyperphagie, elle m'a accompagnée pendant très très longtemps, donc des moments où vraiment je mangeais à en avoir mal au ventre, où je mangeais pas parce que j'avais faim. Et c'est ça la différence en fait, c'est qu'on mange pas parce qu'on a faim, on mange pour une autre raison que j'ai évoquée, une raison pour moi qui est fondamentalement spirituelle. C'est un appel de la mère littérale et la mère archétypale. Donc mon poids, bon évidemment c'est une autre donnée, mais mon poids a beaucoup fluctué en fonction de si cette addiction était extrêmement active dans ma vie ou pas. Mais j'ai remarqué effectivement qu'il y avait cette constante de manger pour me dissoudre, de manger pour m'oublier. En fait, c'était vraiment ça. C'est ça pour moi la jauge de l'addiction alimentaire. Où la nourriture, elle devient une forme de compensation au contrôle que j'appose à ma vie, de la performance que j'appose à ma vie. Donc c'était la seule sphère de ma vie où je me disais, ok, là tout est permis en fait. Comme une autorisation qu'on va donner à son adolescente intérieure, où on lui dit, mais tu sais quoi, dans cet espace, c'est ok, tu peux faire tout ce que tu veux. Sauf que, évidemment, c'est extrêmement délétère pour le corps, littéralement, de manger au-delà de sa capacité. Et donc, en réalité, il y a pour moi dans cette addiction une terreur du corps, une terreur de la matérialité du corps. Pourquoi ? Parce que quand on mange au-delà de ses limites, on ne passe pas par le corps, on passe par la tête. Il y a quelque chose d'extrêmement cognitif dans notre rapport à l'alimentation. C'est-à-dire qu'on va se demander si on a envie de manger telle ou telle chose, mais on va pas demander à son corps. Le corps, on essaye justement de le bypasser. C'est là toute la différence en fait. D'écouter son corps quand on a faim, de vraiment manger quand on a faim, c'est absolument nécessaire. Mais pour autant, d'essayer de bypasser la réalité du corps quand on n'a pas faim et d'essayer d'aller directement dans les strates cognitives et de se dire est-ce que j'en ai envie ? Mais quand on se pose cette question depuis la tête, ça devient un terrain extrêmement glissant, je trouve. En tout cas, ça l'a été pour moi. Et puis, il y a quelque chose d'extrêmement important à comprendre ici aussi, c'est que cette addiction-là, en particulier cette addiction-là, plus que les autres, je pense, elle répond à une problématique de perfectionnisme. On vit dans une société qui est addicte au perfectionnisme. Je dirais que c'est la reine-mère des addictions, l'addiction au perfectionnisme. Je dis souvent effectivement qu'on vit dans une société patriarcale, pour moi c'est une question de bon sens, mais pour autant je vais me permettre de répéter ce que j'entends par patriarcat, parce que je sais que ça en hérisse certains, dès lors qu'on aborde la question du patriarcat et de la domination de la performance masculine, mais je vais encore une fois expliquer ce que ça revêt pour moi. Pour moi, le patriarcat n'a pas trait au genre du tout. Le patriarcat, pour moi, c'est la domination du pouvoir. En fait, c'est le principe du pouvoir qui est dominant dans nos sociétés. Donc ça veut dire que, indépendamment du genre, le pouvoir peut être apposé à la société. On peut être une femme et être addict au pouvoir et revêtir des aspects extrêmement masculins qu'on considère comme masculins. Et donc, quand on vit dans cette société, il est très difficile de bypasser cette addiction à la perfection, à la performance et au contrôle. Parce qu'on nous fait miroiter que en respectant le principe du pouvoir, du contrôle et de la performance, on va pouvoir obtenir davantage de rétribution de la société, de l'entreprise, des autres, du relationnel, etc. Dans toutes les sphères de nos vies. Et donc, il est très difficile de bypasser ça. Et de fait, beaucoup d'entre nous sommes addicts au perfectionnisme. Sauf que le perfectionnisme, quand il s'agit du corps, il est quasiment impossible de vivre dans le perfectionnisme à travers le corps. Donc quand on essaye d'apposer le perfectionnisme au corps, on peut très vite tomber
dans un bout du spectre en fait de l'addiction alimentaire. Parce que l'addiction à l'alimentation, c'est la terreur du corps, la terreur d'être régi par le corps, la terreur des symptômes du corps, la terreur de la mortalité par extension, la terreur de l'imperfection. Parce que quand on vit dans un paradigme masculin, que j'appelle aussi un paradigme apollonien, on s'inscrit dans une forme d'immortalité très solaire en fait. On s'inscrit dans quelque chose de, je vais manifester l'impossible, vraiment c'est le capitalisme à l'américaine aussi, du self-made man, je vais construire quelque chose, je vais faire une legacy, je vais vraiment inscrire mon nom dans le marbre, je vais créer quelque chose d'incroyable. Évidemment que c'est nécessaire, évidemment qu'on a besoin de ça pour avoir une forme d'émulation, de stamina masculine. Mais pour le corps, c'est très délétère. Parce que le corps vit dans une réalité féminine. Il y a une de mes autrices préférées qui s'appelle Marion Woodman, qui a écrit un livre fabuleux qui s'appelle Conscious Femininity, donc c'est une analyste jungienne. Et en fait, tout ce que j'explique ici se base notamment sur ses écrits. Marion Woodman explique que tous les corps vivent dans une réalité féminine, indépendamment du genre, parce que la matière est féminine. Et donc, quand on essaye de bypasser ça peut revenir sous la forme de symptômes et d'addictions, et notamment l'addiction alimentaire. Et plus on va abandonner son corps, plus en réalité on va abandonner l'enfant intérieur en soi. Je sais que ça peut sembler un peu cheesy, mais c'est aussi littéral que ça. En fait, plus on va abandonner nos corps, plus ils vont crier d'une manière ou d'une autre à travers les symptômes et à travers l'addiction. On a plus faim d'une présence en soi, de quelque chose d'incarné, de embodied. Le corps ne demande pas de domination, de performance et de contrôle, il demande juste de l'écoute et de la présence. Et donc de fait, l'addict est souvent terrorisé par le corps, par la réalité du corps, par la limite du corps. Et donc on va essayer de masquer ça à travers du contrôle, du perfectionnisme, de la rigidité. L'addiction aussi, j'ai oublié de l'évoquer, ça peut être vraiment aussi une addiction au travail. Et d'ailleurs souvent on a des addictions qui sont assez conjointes. Je sais que pour moi j'ai vraiment l'addiction au travail littéralement et aussi l'addiction à l'alimentation. Et donc à travers ces deux prismes-là, on voit très bien l'appel du père archétypal à travers le contrôle, le perfectionnisme, l'addiction au pouvoir aussi à travers mon travail. Et puis la décompensation à travers l'archétype maternel, à travers l'addiction alimentaire. Donc, en réalité, quand on est addict à la nourriture, on est davantage addict au perfectionnisme. C'est ça un peu la bottom line de cet épisode, c'est qu'une addiction, je pense, est juste la surface externe. Mais la réalité de tout ça, c'est qu'il y a une forme d'addiction à un idéal, une addiction au perfectionnisme. On ne vit pas dans le moment présent, on vit dans quelque chose de complètement en dehors du corps. Et c'est pour ça que Neptune est particulièrement intéressant à considérer dans une perspective d'addiction. Notamment dans nos thèmes, si on regarde où se trouve Neptune dans le thème astral, quel signe, dans quelle maison, quel aspect fait Neptune avec notamment des planètes personnelles, ça peut être extrêmement intéressant. Alors évidemment, la vie, la biographie de la personne est beaucoup plus importante que le thème astral, mais ça peut donner des indications sur la personnalité, l'individu, mais aussi ce qui s'est passé plus haut. Parce que dans la famille, on dit souvent que les addictions ont quelque chose d'assez transgénérationnel. Il y a une espèce de passation, si tant est que la conscience n'a pas été mise sur l'addiction, de passation de l'addiction en fait, dans la famille. Mais donc pour revenir à ce principe du corps, l'addict vit dans sa tête, il ne vit pas dans son corps. Et c'est ce que dit Marion Woodman, c'est que la nourriture, je vous ai beaucoup parlé de la mère archétypale, parce que historiquement, la nourriture est le symbole archaïque de la mère archétypale. En vérité, dans les premières civilisations, ce qu'on donnait aux déesses, à la déesse mère, à la terre mère, c'était des offrandes. Et ça prenait souvent la forme d'offrandes sous la forme de pain et de sucre. C'était les offrandes qui étaient historiquement offertes à la déesse. Donc aujourd'hui, quand on est addict en particulier aux glucides et au sucre, ce qui est mon cas et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes, eh bien en réalité, on mange, on ingère la déesse et par extension la mère archétypale. Quelque chose d'assez fascinant là-dessus. C'est vraiment la consommation du principe maternel au lieu de l'honorer.
Et donc la compulsion, quand on la comprend sous ce prisme-là, c'est en vérité la recherche de ce que nous offre la mère archétypale. Donc la recherche de l'amour inconditionnel, la recherche de la chaleur, la recherche de la sécurité, et puis la recherche de l'appartenance absolue en fait. Notre appartenance absolue en tant qu'humain à la Terre, à l'humanité, et puis au divin, tout simplement. Le féminin refoulé revient toujours sous forme de possession. Donc derrière l'addiction, il y a en vérité un désir de retour au féminin. Je sais que je le répète beaucoup, mais c'est très important de comprendre ça, je pense. A contrario, quand on s'inscrit dans l'addiction et qu'on passe par la tête au lieu du corps, il y a ce qu'on peut appeler l'inflation du moi. Parce que c'est comme si on se disait « je décide ce que mon corps peut supporter ». Je décide avant mon corps de soit restreindre, soit compenser de manière hyperphagique et de dépasser les limites que m'a indiqué mon corps. Je contrôle à la place de mon corps, on pense avec la tête et on ignore la vérité organique du corps. Et donc, on peut aussi penser, entrer dans une forme d'illusion, de se substituer à Dieu, ou peu importe le mot que vous mettez derrière, au divin, à l'univers, etc., de se substituer à une forme de vérité transcendantale qui nous dépasse. On se substitue à ça, c'est ça l'inflation archétypale. Donc l'addiction, quelque part, c'est une tentative de toute puissance, d'omniscience en fait sur son corps, et d'omnipotence. Je décide à la place de mon corps. Mais non, en fait, c'est le corps qui décide. C'est le corps qui détient la vérité de si on a faim ou pas, de s'il y a encore de la place ou pas dans l'estomac. C'est le corps qui décide, c'est pas la tête. Le féminin nous rappelle vraiment ça, justement, la vérité somatique plutôt que cognitive. Mais c'est vrai que dans un patriarcat qui est addict au principe du pouvoir, au principe masculin, on passe toujours par les strates cognitives avant le corps. On le fait passer bien avant la vérité somatique. Et on attend de décompenser en symptômes et en addiction pour se dire « Ah oui, en fait, c'est vrai que j'ai un corps. J'avais complètement oublié. » Ce qui était mon cas pendant très longtemps. Si c'est votre cas, vous n'êtes pas tout seul. Après, sans rentrer dans vraiment les aspérités de l'addiction alimentaire, enfin, c'est pas mon domaine, mais c'est vrai que pour avoir visité les deux bouts du spectre, de l'anorexie, de la boulimie, de l'hyperphagie, on peut comprendre, une fois qu'on a visité ces deux archétypes, du père archétypal et de la mère archétypale, et encore une fois, c'est quelque chose que Marion Woodman dit, qui est une analyste jungienne de renom, c'est pas quelque chose que j'invente de but en blanc. Elle nous explique que l'anorexie, en tout cas la restriction alimentaire extrême, eh bien c'est un refus radical de la matière. C'est un refus radical de la matière et par extension de la mère archétypale. Il y a une volonté d'aller directement en connexion avec le père archétypal, avec quelque chose de vertical et de complètement bypasser la vérité du corps. La boulimie, en revanche, l'hyperphagie aussi, c'est le chaos féminin qui revient de manière complètement destructrice en fait. C'est le féminin qui ouvre la grande porte, le féminin mais sous son aspect terrifiant en fait. Quelque chose d'extrêmement chaotique qui entre et qui veut s'imposer d'une manière ou d'une autre. Dans l'hyperphagie, il y a aussi quelque chose d'extrêmement binaire. On est dans quelque chose d'extrêmement perfectionniste. C'était le cas pour moi pendant très longtemps, encore un peu maintenant. C'est de penser vraiment de manière binaire et très manichéenne. C'est-à-dire de toujours se dire c'est tout ou rien. Soit je mange bien et quelque part je suis une bonne fille, j'ai respecté les principes que je m'étais imposés, les principes de quelqu'un qui mange bien et qui respecte son corps. Ok, donc I'm a good girl. Ou alors, en fait j'ai raté, j'ai mangé quelque chose que je voulais pas, donc en fait c'est tout ou rien, donc je vais finir tout mon placard. Il y a quelque chose d'extrêmement binaire et la binarité, c'est du perfectionnisme. Quand on s'inscrit dans quelque chose d'un peu plus tempéré, quelque chose d'un peu plus équilibré, d'accepter en fait, de se materner de manière à se dire mais c'est pas grave, on a mangé quelque chose qu'on voulait pas, on a mangé un peu au-delà des limites, c'est pas grave, on va réguler au prochain repas en fait. Et quelque chose de beaucoup plus bienveillant comparé à quelque chose de très binaire et de très manichéen quand on se dit c'est tout ou rien. Il y a une logique absolue qui n'est absolument pas dans la compassion maternelle. C'est une dynamique autodestructrice et Marion Woodman explique aussi que
Et il y a quelque chose de la pulsion de mort aussi dans l'hyperphagie, en fait, de se détruire avec la nourriture, qui est aussi présent, je pense, dans toute forme d'addiction, qu'il faut reconnaître, qui n'est pas facile à reconnaître, mais qui est présente aussi quelque part. Et d'avoir de la compassion pour soi et de se dire, ok, je te vois en fait dans ta souffrance à ce moment-là. Je te vois, au moins de se dire ça. Je te vois et je t'aime et on va vivre ce moment ensemble, on va le dépasser. Donc derrière tout ça, il y a vraiment une énergie spirituelle qui est refoulée, une intensité qui n'est pas canalisée et surtout une absence de vie intérieure. C'est pour ça que la société actuelle nous pousse quelque part à ces formes d'addiction, quelles qu'elles soient, alimentaires, ingestives ou relationnelles ou de travail, etc. Parce qu'elle ne nous pousse pas du tout à la vie intérieure. Tout est fait de manière à performer sa vie pour une audience avérée ou invisible, pour être reconnu par les autres, pour être validé par les autres, mais il y a une absence totale de vie intérieure. Et donc plus la vie intérieure est bypassée et élaguée et évitée, plus il y aura appel à décompensation en fait, sous une forme ou une autre. Marion Woodman nous explique aussi que beaucoup d'addicts ont en réalité une dimension religieuse très profonde, peut-être même plus que les personnes qui n'ont pas ces addictions. Parce qu'il y a chez eux une forme d'insatisfaction du monde tel qu'il est. Il y a quelque chose de très beau en réalité derrière ces addictions. Il y a une recherche de sens métaphysique, spirituel, de transcendance, de profondeur, d'union avec le divin, avec les autres. Il y a une insatisfaction, une frustration, une forme de solitude qui ne peut pas être compensée par le matériel, par les relations, par l'alcool ou par la nourriture. Donc on va chercher le principe absolu, divin, Dieu, dans le sucre, dans la matière, dans le glucide. Mais on va aussi chercher l'infini dans la matière, on va chercher quelque chose de plus grand que ce qui nous est proposé en fait. Moi je sais que c'est quelque chose que j'ai souvent vécu où oui, il y a une forme de frustration, il y a une forme de solitude aussi qui n'est pas, qu'on n'arrive pas à expliquer. Une solitude qui remonte à très très loin. Alors on peut la faire remonter à la petite enfance, évidemment. D'ailleurs, si vous êtes accompagné, etc., je vous invite vraiment à continuer ou alors à commencer en thérapie pour parler de cette problématique-là, parce que c'est une problématique qui est dense, qu'on ne peut pas régler en un épisode, évidemment, de podcast. Mais il y a aussi, c'est vrai, cet appel pour... En fait, c'est une solitude qui ne peut pas être compensée parce que c'est une solitude spirituelle. Pour moi, la solution, elle n'est pas un régime, elle n'est pas des règles cognitives, nutritionnelles, mais la solution, elle est spirituelle, parce que c'est ce qu'on est venu chercher en premier lieu, en fait. Et ici encore, je n'invente rien, ça vient notamment des principes des 12 étapes que j'ai moi-même fait, des 12 étapes qui ont été initialement créées pour les alcooliques anonymes, mais il y a aussi des sous-groupes, notamment en ce qui concerne l'addiction alimentaire. Et donc ces principes sont des principes notamment spirituels et quelque chose de l'ordre de l'abdication face aux besoins de transcendance. Et c'est quelque chose qui m'a aidée partiellement, alors pas pour tout, mais il y a des choses qui sont relativement intéressantes dans ces 12 étapes, notamment l'abdication en fait, de ne plus chercher à contrôler parce que avec le contrôle vient le perfectionnisme, vient la performance, vient le pouvoir et vient la souffrance. Et donc quand on abdique envers quelque chose de plus grand que soi, alors on l'appelle comme on veut, le soi supérieur, Dieu, l'univers, la mère archétypale, ou alors si vous inscrivez dans les religions abrahamiques, il y a aussi beaucoup ça qui est évoqué dans les Écritures, le fait de laisser tomber une forme d'avarice envers la nourriture. Donc la solution, elle est spirituelle pour moi. Peu importe la forme qu'elle prend pour tout un chacun. La solution, c'est de revenir au corps. Et il y a quelque chose d'extrêmement spirituel dans le corps en réalité. De respecter la cyclicité du corps, de respecter ses rythmes, de sortir de la tête, d'habiter le présent du corps, d'habiter la mortalité du corps aussi, d'accepter l'humilité que nous propose le corps, que le corps ne peut pas tout ingérer, que le corps ne peut pas tout contrôler, de nous restreindre à l'infini ou de manger à l'infini. Le corps a une vérité somatique qu'il faut savoir respecter. Et puis il y a aussi le principe féminin qui est important à comprendre pour moi ici. Le féminin qui est le corps et donc qui s'inscrit dans une forme de lenteur.
Le corps demande une lenteur, de ralentir, de ressentir, de s'abandonner au corps et de renoncer à l'illusion de contrôle. Et puis, alors, en ce moment, dans le ciel, nous avons une conjonction entre deux principes archétypaux qui sont très intéressants, notamment avec Neptune, dont j'ai beaucoup parlé ici, qui est l'archétype de la dissolution matricielle utérine, le principe de transcendance absolue, qui est aussi le principe de la mère archétypale. Et puis, c'est une conjonction donc avec Saturne. On a un parfait alignement de ces deux planètes, Saturne et Neptune. Et Saturne, c'est le principe de la limitation, du contrôle, mais depuis une forme un peu plus responsable en fait, de devenir son propre parent, de devenir responsable, de ne pas laisser toute la place à ce principe maternel terrifiant, presque parfois un peu destructeur de Neptune, mais de lui apposer quelque chose de masculin. Parce que effectivement, on a tous besoin de cet équilibre entre le féminin et le masculin. Et Saturne va nous proposer de ritualiser nos quotidiens en fait, de passer à l'action de manière mesurée, répétée et de manière pérenne en fait, de s'inscrire dans la longévité. Donc avec Saturne, avec notamment le principe de l'addiction alimentaire, Saturne nous propose des rituels quotidiens. La répétition, l'engagement, la structure stable. Pour moi, Saturne et Neptune en conjonction, c'est justement une invitation à passer à une pratique spirituelle concrète, que ce soit à travers la méditation, la prière, l'écriture, la marche consciente dehors, la respiration, le breathwork, le yoga, le fait juste de nourrir le corps en fait, de passer par le corps, de respecter le corps et puis de nourrir cet appel spirituel qui nous habite tout un chacun, d'avoir une sphère de nos vies qui est consacrée à cette sphère spirituelle. Et pour parler de mon expérience, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidée, qui m'aide toujours et qui me fait sortir petit à petit de l'addiction alimentaire. Moi, j'ai vraiment une pratique spirituelle depuis peu, que j'avais pas commencé auparavant. Moi, je m'inscris dans quelque chose que je considère d'un peu mystique, parce que le mysticisme, c'est en fait une relation de soi à Dieu sans dogme, en fait, sans intermédiaire dogmatique entre les deux. Mais c'est vraiment une question d'aspiration personnelle. Ça peut être différent pour tout un chacun. Et voilà, je vais méditer, je vais prier. Et même pour moi, en fait, tout ce que je fais au quotidien, notamment le yoga, notamment le sport, ça s'inscrit aussi dans cette dynamique. J'y vois quelque chose de spirituel. Et quand j'ai ces impulsions, ces cravings et ces fringales qui ne sont pas des fringales saines, hein, mais vraiment quelque chose pour remplir un vide existentiel en moi, j'essaye de me poser et d'aller écrire. Ou d'aller juste, en fait, non, même pas écrire, en vérité, de ne rien faire. Parce que, comme je l'ai dit, c'est d'abord un appel du féminin. Le féminin, c'est aussi le repos. Et comme on l'oublie souvent dans nos sociétés, nous avons besoin de nous reposer, mais sans rien faire. Sans scroller, sans écrire, sans méditer, sans rien. Je vais juste me poser sur mon canapé, je ne vais rien faire. Essayez de le faire. Je vous assure que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on veut croire. Je me pose et je regarde le ciel. Et juste, j'honore le fait que oui, j'ai envie de manger un pain au chocolat ou un gâteau, mais je sais que ça vient de ma tête. Je vais juste me poser avec ça un moment. Ça marche véritablement pour moi. Je vous invite vraiment à le faire aussi, à essayer. Donc l'addiction alimentaire, pour moi, n'est pas un problème de volonté, c'est une nostalgie du paradis perdu. Et la guérison commence par la présence, la lenteur, le respect, la discipline spirituelle, d'écouter le corps, de nourrir le corps et de choisir une pratique spirituelle et de s'y tenir. C'est vraiment ça aussi Saturne, c'est de se tenir à ça, d'avoir le respect de la dévotion quotidienne, vraiment. Et d'accepter de ne pas être Dieu, d'accepter de ne pas avoir le pouvoir omniscient et omnipotent sur son corps, de ne pas s'inscrire dans l'inflation archétypale. C'est là que commence la guérison de l'addiction alimentaire. Et si ce travail symbolique t'intéresse particulièrement de travailler avec les archétypes, alors je t'invite à rejoindre la bibliothèque. C'est mon espace où toutes mes formations sont disponibles. Il y a Psyché, où je parle en long et en large de l'astrologie archétypale et jungienne. Il y a aussi ma formation House of Her, qui est une revisite de l'astrologie selon un prisme féminin
Et puis tu trouveras aussi toutes les masterclass expertes tous les mois pour mon audience de la bibliothèque seulement, et le prix est de seulement 29 € par mois. Donc c'est pas un espace de développement personnel, c'est vraiment un lieu d'étude, de profondeur, de corpus d'études de mes propres recherches à la fois psychologiques, astrologiques, transpersonnelles et archétypales. Donc je t'invite à rejoindre la bibliothèque, toutes les informations sont dans le lien en bio. Et puis, si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre 5 étoiles sur tes plateformes d'écoute et je te retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode de Dans les profondeurs.